Formulabula. 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 Je veux être calife à la place du calife. 1000 milliards de 1000 sabords. Je dirais même plus. Pressez ce bouton et criez dring. Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien. Ils sont fous ces romans. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire. Formulabula, bande dessinée et plus si affinité. Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est en présence de Nicole Claveloux pour son dernier livre qui vient juste de paraître aux éditions Cornelius, qui s'appelle Ce soir, c'est cauchemar. Et donc on va passer 1 heure à parler de ce livre avec Nicole. Donc on va tout spoiler. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, vous devez être nombreux dans la salle. À la fin, vous saurez presque tout sur ce livre. Et ce livre, c'est ce qui se passe dans la tête de Nicole quand elle s'endort. Alors, tu as fait une petite pause de 40 ans depuis ta dernière BD. Et là, par contre, tu as livré un livre conséquent, avec plein d'actions, plein de personnages. Est-ce qu'on peut commencer, Nicole, par la présentation de tes personnages ? Avant, il faudrait parler du titre. Parce que le titre, en fait, c'est une escroquerie. C'est trompeur. Il n'y a aucun cauchemar, ou presque pas. Dans le livre, c'est plutôt rigolo. C'est pas vraiment des cauchemars. Moi, j'ai fait une première partie que j'ai intitulée Nicole et les rêves. Et je voulais que tu nous présentes, j'ai fait un petit montage, tes différents personnages, comme si on commençait à lire une pièce de théâtre. Est-ce que tu les vois tous ? Oui, je les vois. Alors, il y en a un facile à reconnaître, c'est moi, là au milieu. Avec, comme c'est la nuit, elle a une chemise de nuit à pois. Voilà. Et puis là, il y a Charles Chapeau-Sec, qui est préposé à la rationalité, la logique. Là, à l'extrême gauche, il y a Monsieur Rébus. Dans l'histoire, on le découvre au fur et à mesure, on le découvre pas tout de suite, c'est, disons, l'inconscient. C'est lui qui gère les rêves, c'est lui qui choisit ce qui va se passer dans les rêves. Cette horrible personne-là, c'est Moraline Monroe, oui, qui est chargée de la morale. Il y a en haut un bœuf ou un taureau qui s'appelle Raoul Turbin, qui est chargé du rendement. Les deux animaux hilars, là il y a une chatte et une loutre, elles sont respectivement en charge de la sensibilité des émotions. Voilà. Et puis l'espèce de bébé affairé, là au milieu, c'est Loïc Lalune, il est chargé de l'imagination. Et enfin, la plus vieille employée de cette bizarre entreprise, c'est Reine Bancal, qui est chargée de la mémoire, et qui l'a perdue du reste, et elle est chargée des archives. Voilà. C'est une espèce de... Enfin, une entreprise, je ne sais pas trop comment on peut dire, mais un groupement de personnes qui agissent en même temps, dans à peu près toutes les têtes, la raison, l'imagination, la morale, etc., la sensibilité. Et donc, cette entreprise, tu l'as appelée ? C'est les entreprises MOA, moi. MOA, qui fabriquent des images. Alors bon, les entreprises des autres sont différentes. Par exemple, là, tu as une entreprise qui fabrique des conférences, entre autres. Mais alors justement, revenons sur ton titre, Cauchemar. Oui. Dans l'ouvrage, il n'y a pas beaucoup de méchants très méchants. On a l'impression que les personnages n'ont jamais vraiment complètement peur. Ils jouent un peu à avoir peur. Donc, tu n'as pas eu peur d'avoir, toi, fait une histoire un peu trop mignonne ? Parce que t'as fait des histoires plus méchantes dans le passé. Pas tellement, j'y arrive pas tellement à faire vraiment des choses effrayantes. Mais c'est tellement variable parce que on peut faire quelque chose de peu effrayant qui sera jugé abominable par telle personne, mignonnet par l'autre. C'est variable d'un lecteur ou d'un spectateur à l'autre. Mais là, je vois l'image de Goya, c'est un des peintres et des artistes qui me fait le plus peur. Personne d'autre n'arrive à me faire peur comme les dessins de Goya. C'est vraiment, à travers tous les siècles, on peut aligner personne. Alors, quelquefois, Bruegel s'approche un petit peu, Jérôme Bosch, non, parce que c'est de l'imagination, c'est des monstres bizarres, c'est des fantômes, des diables, alors que Goya, c'est des êtres humains. Il montre des êtres humains absolument épouvantables, en train de faire des choses épouvantables. C'est lui, et cette image-là, le sommeil de la raison engendre des monstres, je pense qu'il fait plutôt allusion à la folie, les monstres de la folie, alors que dans mon histoire, c'est des monstres... des monstres qui font qu'on fait quelquefois des cauchemars, mais ça ne se rapproche pas de la folie, ça n'a rien à voir.
Alors, j'ai mis un petit extrait de l'entretien que tu as fait avec Libération, où tu dis que tu veux défendre l'imagination. Et tu parles de psychanalyse. Apparemment, tu n'as pas frayé beaucoup avec la psychanalyse. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que tu dis que tu notes depuis très longtemps tes rêves dans des carnets et que tu as construit ce soir ces cauchemars à partir de ce corpus de rêves. Oui. Je suis allé chercher dans les carnets de rêves, donc, qui datent depuis, depuis les années 70, donc ça fait pas mal d'années, des histoires que je pourrais adapter. Donc, je pourrais me servir comme cadre et même comme héroïne. Mais c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de rêves qui sont impalpables, difficiles à traduire avec des dessins. Donc, il y en a beaucoup qui ont été éliminés. J'en ai gardé quelques-uns. Là, je les signalerai au fur et à mesure. Quelquefois, ils servent que de cadre. Quelquefois, c'est le sujet du rêve. Voilà. Et là, tu dis que quand même, le personnage du psy est incontournable. Oui. Et tu dis qu'on le retrouve à travers les âges, du néolithique aux extraterrestres. Je voulais te demander, mais c'est quoi le psy du néolithique pour toi ? J'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ok. Non, c'était une bonne formule. Ouais, t'as dit ça, hein, c'est écrit. L'extraterrestre, oui, il y a une histoire d'anticipation dont je ne me rappelle pas les auteurs américains et qui est très drôle. Il y a un psychanalyste sur Terre qui psychanalyse un être humain, et puis sur une autre planète, il y a un psychanalyste extraterrien qui psychanalyse un extraterrien, et ça se croise. Et c'est assez amusant, cette histoire. Donc la psychanalyse extraterrestre existe. Mais le néolithique, je ne sais pas. Et puis ça m'inspire pas mal parce qu'il y a quelques années, j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle Professeur Totem et Docteur Tabou, et qui montre deux zigotos qui psychanalysent les personnages des contes de fées. Le petit Pousset, Barbe Bleue, les trois ours, enfin voilà. Donc c'est un personnage que j'aime bien, mais là, il n'apparaît pas. J'ai repensé, après avoir lu ton article, à cette citation. Donc c'est Jean Echenoz. Tu connais cet écrivain ou pas ? Un peu. Bien. Dans Envoyé spécial, qui parle d'un de ses personnages et qui dit qu'il essaie, avec prudence, de se souvenir de ses rêves, soulagé de ne s'en rappeler aucun. Et tant mieux, vraiment, car rien n'est ennuyeux comme les récits de rêves, même s'ils ont l'air, à première vue, drôles, inventifs ou prémonitoires. Leur prétention de film à grand spectacle est illusoire, leurs scénarios ne tiennent pas debout. À de nombreux égards, le rêve est une arnaque. Est-ce que... toi, j'imagine que tu n'es pas du tout d'accord avec ça, mais j'ai l'impression que tu prends dans tes rêves plutôt ce que tu disais, le côté atmosphérique, et pas forcément l'action. Il y a plus d'atmosphère dans ta bande dessinée que d'action. Oui, parce qu'il a pas tort, ce monsieur, parce qu'effectivement, un seul rêve, c'est comme un morceau de scénario. Ça a de sens que par rapport à ce qu'on vit, et encore, quelquefois, il y a des tas de rêves qu'on ne comprend absolument pas. Et c'est pas, un rêve, ça raconte pas une histoire cohérente de A à Z. Ça raconte un morceau de choses. Moi, ça m'a intéressé parce que je l'ai inclus dans un petit récit. Mais en soi-même, c'est pas faux. Il en parle quand même avec un peu de méchanceté, je trouve, parce qu'il y a quand même dans les rêves quelquefois une ambiance, une atmosphère assez extraordinaire et qu'on aurait du mal à imaginer de sang-froid, à tête reposée. Et on est surpris. Moi, je suis surprise d'avoir plus d'imagination dans les rêves que dans la réalité. C'est pour ça que je suis allée voir. Il y a des images qui ne me seraient jamais venues de jour et qui viennent la nuit. L'imagination doit être plus libre la nuit ou délivrée de je ne sais quel poids. Alors justement, l'imagination, tu le disais dans l'IB, je voulais surtout défendre l'imagination. Donc il y a une grande séquence, vous verrez, dans la bande dessinée de Nicole, où tour à tour, on voit des penseurs, philosophes, artistes, qui donnent leur définition de l'imagination dans un décor qui fait penser un peu aux peintures de Chirico, peintures métaphysiques de Chirico, ou les séries de désert de Dali, par exemple, avec des statues un petit peu enfoncées dans le sable. Et donc, Malebranche dit « l'imagination, c'est la folle du logis ». Blaise Pascal dit « l'imagination, elle est maîtresse d'erreur et de fausseté ». D'autant plus fourbe
qu'elle ne l'est pas toujours. Einstein, l'imagination est plus importante que le savoir. La logique vous mènera d'un point A à B. L'imagination vous mènera partout. Et tu en fais défiler quand même pas mal, dont William Blake, qui dit « Ce qui est aujourd'hui prouvé fut autrefois imaginé ». Et il dit aussi « L'imagination n'est pas un état, c'est l'existence humaine elle-même ». Donc, je me suis dit que tu avais quand même, sans doute, donc, choisi avec précision toutes ces définitions et fait comme une bande dessinée à thèse un peu. Hein. Pourquoi tu as eu besoin de défendre l'imagination ? Pourquoi tu as ressenti ce besoin-là ? Eh ben, je ne crois pas qu'elle soit attaquée, l'imagination, mais je ne sais pas, au détour de tel livre ou de telle émission, j'entends souvent une recommandation de faire des choses vraies, de raconter des histoires vraies, la vraie vie des vrais gens, par exemple, et de faire plutôt des témoignages que de l'imaginaire. Et à notre époque. Alors moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait des gens qui se spécialisent dans la réalité. Ça ne me gêne pas du tout. Mais ce qui m'agace, c'est que c'est un peu recommandé comme supérieur à l'imagination. Parce que ça serait, en quelque sorte, utile, utile socialement. Que l'imagination est du côté du plaisir, du divertissement. Divertissement avec le sens un peu péjoratif. Alors que, par exemple, une bande dessinée réaliste qui raconte une histoire vraie serait supérieure, enfin, dans ce que je lis quelquefois ou ce que j'entends. Voilà, ça m'agace. Voilà, ça m'énerve, ce côté utilitaire d'un dessin, d'une image, de la bande dessinée. Je ne vois pas pourquoi l'art, avec un grand mot, serait utile. Alors, je sais bien que le président Mao a dit qu'il fallait que les artistes soient utiles à la société, sinon... Je ne sais pas trop ce qui leur arriverait. Mais enfin, je ne vote pas pour le président Mao. Voilà. Okay. Et puis, aux éditions Cornelius, j'ai lu aussi souvent une défense de l'imagination dans leur publication. Donc, je me suis senti en raccord avec ça. Alors, tu dis que tu as imaginé ce soir ces cauchemars comme une pièce de théâtre. Donc avec des personnages qui bougent, qui gesticulent. Il y a le côté grimaçant, parfois caricatural de certaines scènes, mais ils font aussi des conversations croisées, ils s'envoient des vannes. Et il y a aussi les commentateurs de l'histoire. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns. Ils sont tout le temps en train de se plaindre, de casser ce que tu fais. Critiqueurs, pisse-froid, rabat-joie. Voilà, il y en a qui sont des animaux anthropomorphes, il y en a qui sont des humains, donc c'est pas crédible, c'est lent, ça revient beaucoup. Désolée parce que quelquefois j'ai fait des tout petits zooms dans les images, donc vous allez voir des images pixelisées, je m'en excuse. Donc ils disent que des trucs quand même pas cool. Et tu dis dans l'entretien de Libé que tu as imaginé les lecteurs. Mais c'est comme ça que tu les vois, les lecteurs ? Ah ben, j'espère que non, qu'ils seront... Non, mais j'allais pas mettre des spectateurs, des lecteurs qui disent « Ah, c'est beau, c'est merveilleux, c'est rigolo. » Bon, j'allais plutôt mettre à l'inverse. Et puis, comme j'aime bien la caricature, je suis allé chercher ce qu'il y avait de pire. Et mon inspiration, elle ne vient pas du tout des critiques faites aux bandes dessinées, parce que la plupart du temps, elles sont extrêmement bienveillantes. Dans la bande dessinée, franchement, les différents sites que je vais voir sur Internet et qui parlent de la bande dessinée sont d'une politesse exquise. Les lecteurs sont déjà un petit peu plus vigoureux, mais bon, alors je suis allé voir le cinéma. Et là c'est le carnage, là. C'est fou. Alors je vais voir un site qui s'appelle Allociné, que vous connaissez peut-être, et je vais voir directement les critiques les plus... négatives. Voilà. Et alors là, c'est fou ce que je récolte comme c'est lent, c'est mou, ça manque d'action. À croire qu'il leur faut sans arrêt des films de 300 à l'heure avec une... Donc j'ai voulu un peu me moquer de ça aussi, et puis mettre en scène des personnages caricaturaux, antipathiques. Bon, c'est bien de prévoir les critiques qu'on va faire. Comme ça, on est paré. On a déjà critiqué. La critique fait partie du livre, donc il n'y a plus rien à dire. Donc, dans les personnages que tu as présentés tout à l'heure, il y a Reine Bancal, qui incarne la mémoire. Comment tu te sers d'elle dans l'histoire pour analyser le fonctionnement de la mémoire ? On ne peut pas dire que j'analyse le fonctionnement de la mémoire, d'autant plus qu'elle l'a perdu, Reine Bancal, que moi, j'en ai plus beaucoup.
Donc, je ne peux pas dire que j'analyse. Mais bon, la mémoire joue un rôle. Alors, comme je la perds un peu, la mémoire, elle joue un rôle d'autant plus important, puisque absolument tous les jours, je m'aperçois que je ne me rappelle pas de ci, de ça, de telle personne, de telle chose. Donc, j'ai voulu mettre un personnage qui, à la fois, ne veut pas dire les choses. Oui. Parce que Elle est très récalcitrante quand même, tout le temps. Oui, les informations sont là. Ce qui est extraordinaire quand on perd la mémoire, c'est qu'elles sont là, ces informations. Une heure après avoir cherché et n'avoir pas trouvé, pouf, ça remonte tout seul. Donc, son côté récalcitrant, je sais tout, mais je dirais rien, ça m'a semblé faire partie de l'ensemble. Et puis, j'ai eu une tortue quand j'étais plus jeune, et c'est têtu comme une mule. J'ai jamais vu des bestiaux aussi têtus que... Et celle-là, alors, elle s'occupe des archives, en principe, et donc elle les galvaude complètement, parce qu'elle laisse entrer des mouettes dedans, elle les brûle. Et on va la revoir. Voilà. Donc il y a quand même un petit côté philosophique, bilan de santé dans ta BD. Tu fais passer des messages, tu dis que tout va bien, tu tiens le coup. Le bateau flotte, cabossé, mais il flotte. Et puis à la fin, quand même, il y a une espèce de brasier, là, oui. un peu punk, oui. dans sa poussette d'archives. Oui. Comme tu brûles tout. Voilà. Oui, ça va se produire, forcément. Donc la mère bancale brûle tout. Brûle tout. Et après, une fois que tout a cramé, qu'est-ce qu'elle fait? Rien. Elle se trouve comme une idiote. Donc on a des scènes un peu apocalyptiques à la fin, de départ. Donc on ne sait pas où on va. Tout le monde se demande qu'est-ce que c'est que ce rêve. On comprend entre les lignes que c'est le dernier rêve de l'histoire, mais aussi peut-être le dernier rêve tout court de la narratrice. Et il y a Chapeau sec qui sort. Et si on allait faire un stage chez des chamans? Je me suis demandé si c'était une expérience que tu avais faite. Ah non, mais j'aimerais bien. Donc ça t'intéresserait. S'il y a un chaman dans la salle. Voilà, c'est une petite annonce. Et puis, tu proposes des prolongations à ce rêve quand même, infini, grâce à la SARL Nouvelle en Vol. Donc si vous êtes intéressé par ces offres de réincarnation, il y a plusieurs options. Bénéficiez de votre expérience acquise. Préférez-vous redémarrer à zéro? Voulez-vous retrouver le même ADN? Optez-vous pour la réincarnation automatique? Désirez-vous choisir sur catalogue? Je me suis demandé si tu avais déjà commencé à imaginer ce catalogue. Non, il est impossible ce catalogue. Mais oui, non, la réincarnation, c'est un truc que j'ai dans un coin de la tête. Ma mère y croyait beaucoup à la réincarnation. Je sais pas, j'ai trouvé ça rigolo parce qu'en fait, c'est une fin et pas une fin. Ça continue, on pourrait recommencer une autre vie. Alors avec l'expérience vécue ou sans expérience vécue, complètement avide. Quoi. Mais du coup, tu sais répondre aux questions que tu t'as posées? Non, je ne sais pas répondre à ces questions. On peut se les poser seulement, mais pas répondre. Moi, je ne sais pas ce que je choisirais. Hein. Moi, je pense que je préférais avec l'expérience acquise. Quand même, c'est plus prudent. Oh, c'est des gags, tout ça. C'est pas vraiment des messages. Hein. Et donc, là, j'ai extrait à nouveau dans cet entretien avec Libé. Le journaliste te demande, grosso modo, si en vieillissant, tu ne deviens pas un faiseur plutôt qu'un expérimentateur. Et donc, il pose la question de la répétition, de raconter toujours un peu le même genre d'histoire. Et tu réponds notamment avec la fin de ta réponse sur ce qui t'énerve dans la société actuelle et cette question du renouvellement permanent, du jeunisme, etc. Et tu dis, bon, alors mon petit Rembrandt, on commence à en avoir marre de vos portraits à répétition, tu te renouvelles ou quick. Oui. Donc, est-ce que tu peux quand même réagir, même si tu fais pas passer de message, bien sûr, à cette déclaration? Oui, moi aussi, ça m'énerve. Ce sont des mots, surtout, des mots à la mode. Je ne sais pas s'ils ont vraiment une substance derrière, mais se réinventer, par exemple, ça me tape sur les nerfs. Parce que, enfin, je ne sais pas, peut-être c'est utilisé dans un cadre particulier, mais j'ai l'impression, moi, qu'on ne se réinvente pas. Voilà, une fois qu'on est là, ou alors il se passe quelque chose dans la vie qui fait qu'on change d'optique, mais à mon avis, on ne change pas tellement.
Donc, se réinventer, quel est l'autre mot aussi Se renouveler. Se renouveler constamment, oui, c'est une espèce de folie. Tu dirais des injonctions de marketing, toi. Voilà, tu c'est dis. ça. J'ai l'impression que ça vient des écoles de commerce et du marketing, où là, c'est une façon de dire qu'il faut sans arrêt surprendre le futur acheteur, toujours le surprendre, toujours pour, pour l'appâter, pour le faire saliver. Mais bon, c'est pas du tout le même problème dans le milieu artistique. Alors Rembrandt, il a fait son portrait jusqu'à la fin, jeune, moyen, la quarantaine, jusqu'à la fin. Et personne ne le considère comme un pauvre minable qui se répète. Donc c'est l'invasion peut-être du vocabulaire marketing et commercial qui est embêtante. Petite citation de Lewis Carroll, « Laissant s'enfuir l'heure trop brève dans l'or du beau jour qui s'achève, vivre ne serait-ce qu'un rêve », parce que tu as travaillé sur ce texte de Lewis Carroll. Et justement, je voulais vous montrer que dans les dessins précédents de Nicole, dont cette illustration fait partie, on retrouve les mêmes physiques, et lui est quand même formidablement proche de Loïc Lalune. Oui, c'est un physique de bébé. C'est un bébé, enfin là, ils sont assez affreux, hein. Mais c'est une tête de bébé que maintenant je sais faire vraiment par cœur. J'en ai fait beaucoup, jusqu'à l'écœurement des bébés qui sont amoureux, des bébés dans les domaines du livre d'enfants. Par exemple, quel genre de bisous? C'était une histoire de bisous entre deux bébés. Donc c'est un personnage que j'arrive pas à quitter et que je ressors tout le temps. Et t'as pas l'impression de répéter, tu le renouvelles. Moi, j'ai pas l'impression de répéter. Enfin, si je répète, ça me plaît. Voilà, ça me plaît de répéter. Maintenant, si on trouve que c'est répétitif, voilà, basta. Donc, ils sont très potelés, Roudoudou, hein. Oui. Mais ceux-là, c'est deux infects personnages, hein, dans l'histoire. De l'autre côté du miroir, ils sont pas sympathiques du tout. Je sais plus comment ils s'appellent du reste. Tweedledum, Tweedledee et Blanc-Bonnet, Bonnet Blanc, en français. Bizarrement. Oui, non, ils sont très désagréables. Ils sont un peu fous. Mais dans Alice, il y a beaucoup de personnages qui vous rendent fous. Des personnages qui posent des questions insolubles, qui posent des questions à l'envers. C'est vraiment un livre étrange, hein, l'Alice au Pays des Merveilles. Moi, je l'avais adoré quand j'étais petite, mais c'est vrai que... J'aime beaucoup comment tu retranscris cette étrangeté, notamment dans tes illustrations de ce livre, par la multi-lecture des images. Là, vous avez donc un arbre qui joue du violon, mais qui est aussi un oiseau. Et dans l'œil de l'oiseau, il y a un oiseau. Oui. Deuxième partie assez rapide, que j'ai appelée Parler Gaga. Dans Ce soir, c'est cauchemar. Vous verrez, il y a des mots assez rares. Moi, il y en avait la moitié que j'avais jamais entendu, puisque donc c'est du Parler Gaga. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? C'est le parler de Saint-Étienne et de sa région, et de la région. C'est pas vraiment un patois, hein, c'est des expressions, hein, des mots, des insultes, des façons de parler. Garania, par exemple, c'est ce qu'on dit à des sales gamins. J'ai mis celle-là. Schnappant, voilà. Et donc, j'ai remis cette bagarre-là de phylactère entre Grabotte et Léonidas parce que Grabotte, c'est du Parler Gaga. Exactement, c'est le petit dernier de la famille. La Grabotte, on va dire le Grabot aussi, je pense. Oui, je crois qu'on dit le Grabot. Une Grabotte, c'est la toute petite dernière, le petit. Donc ça, c'est lié à ton histoire. Oui. Et toi, enfant, tu en parlais beaucoup ? Non, pas tellement. C'était parsemé dans le français. Mais j'étais persuadée aussi de ne pas avoir d'accent, alors que j'en ai un. Quand je m'enregistre, je l'entends. Là, je suppose que vous l'entendez, mais je m'en rends pas compte. L'accent stéphanois. Moi, je m'en suis pas rendu compte non plus. Donc voilà, c'est pas du patois, c'est pas de l'argot. Non. C'est une sorte de variation. Ça doit disparaître actuellement. Locale de la langue. C'est pas très cryptique. On comprend un peu par le son. C'est pas fait pour être caché. Hein, mais il y a d'autres mots, on comprend pas du tout, par contre. Avec la télévision, je pense que ça disparaîtra. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Extrait de Ce soir, c'est cauchemar. Veux-tu bien laisser ça saccaro ? Donc, un saccaro, c'est quelqu'un qui est un peu brutal. Oui, ou qui abîme tout, qui gavagne tout. Qui gavagne tout. Donc, moi, j'ai eu comme exemple sur Internet, le Toine, c'est un sacré saccaro. Petit déjà, ses jouets étaient pétafinés dès le jour de l'an. Alors, pétafiné, ça veut dire détruit, ouais. Là, il y avait Saccaro Garania, rends-moi ça. Là, il y avait ah non, vous me l'avez tout mâchuré.
Et arrêtez vos quinarelles. Donc, mâchurer, salir, Salir, oui. ouais, Tâcher. tâcher. Et quinarelles, Et, je ne sais pas très bien Kinarel. J'entends un bruit là dans l'oreille. ouais, c'est ça. Donc, Voilà. il parle d'un moulin à musique. Vous savez, les Oui, petits voilà. moulins qui sont un peu bruyants et qui énervent l'oreille. Et ça se dit d'une personne qui n'arrête pas aussi de pleurer, de se plaindre, de geindre. Voilà. Ah oui, alors ça, j'ai pas trouvé ce que ça veut dire. Mon pauvre babère. Non, ça c'est inventé. Ah, ok. C'est pas du parler gaga. Ça veut dire un peu mon pauvre bébé Un ou... pauvre babeur, oui, c'est ça. Oui, ça peut être aussi un pauvre niais, un pauvre crétin. Ok. Et puis là, le fameux gavanier. Touchez pas, allez tout me gavanier. Ouais. Donc, m'abîmer. Je la fais parler un peu comme une vieille personne qui parlerait gaga aussi, oui, c'est ça. Alors, ma troisième partie s'appelle In Bed with Nicole. Et c'est pour vous montrer un peu les coulisses de l'entreprise MOA. Donc voilà, parler de ta façon de travailler. Donc Stéphane et Nicole m'ont envoyé quelques photos d'atelier où on voit Nicole dans son atelier. Est-ce que tu passes beaucoup de temps dans cet endroit? Tu travailles beaucoup, tous les jours? Non, pas tant que ça. Hein. Et c'est quotidien ou tu peux passer des périodes longues, tu travailles pas? C'est irrégulier. De toute façon, tout ce que je fais est irrégulier. Alors, donc, le travail, comme le reste, c'est irrégulier. Donc là, on te voit peindre, mais tu es dans le même espace pour dessiner. Oui. Ouais. Là, il y a un bureau là, donc, pour dessiner et un chevalet pour faire de la peinture. C'est bien rangé, hein, bravo. Oui, il paraît que non. Enfin, on m'a accusé on m'a dit que c'était... Mais je trouve qu'il y a pire comme atelier. Alors maintenant, si, il y a des cartons en plus, les cartons des livres de Cornelius. Ah ben voilà. C'était une araignée qui a de l'ambition quand même, hein, parce qu'elle a fait une toile géante De toute la fenêtre. qui a disparu à cause de la pluie. Enfin, on en garde un souvenir. Et fondu enchaîné sur Nicole endormie et regardez au-dessus de sa tête. Une araignée. Ben, il y en a partout. À la campagne, c'est difficile de ne pas en avoir. Donc t'aimes bien les araignées. Elles sont sympathiques. Quelquefois, elles vous piquent. Oui, ça, c'est moins agréable. Sur ta table de nuit, il y a quelques bouquins. Oui. C'est plutôt des romans. C'est pas des Oui, BD. Je lis beaucoup de romans policiers. Des romans policiers. Oui. Et de bandes dessinées. Je fais assez peu de lecture sérieuse. Enfin, si, de temps en temps, mais bon. Actuellement, beaucoup de romans policiers. Et puis, il y a des remèdes. Alors la partie suivante, elle est consacrée au jardin, après l'atelier. Donc avec un petit clin d'œil à Jérôme Bosch, dont on va reparler. On le sent dans tes dessins que tu vis dans un jardin, entouré d'un jardin, pas loin de la nature. Il y a énormément de ce type de planches dans Ce soir, c'est cauchemar, où il y a beaucoup d'opulence, d'abondance végétale, florale, fruitière. Donc je vous ai glissé une planche de Winsor McCay, même si j'ai pas développé sur lui parce qu'il est quand même très très connu. Mais on voit bien que tu explores un peu le végétal de la même manière dans cette espèce de plasticité, de métamorphose du végétal qui envahit, qui foisonne. En fait, ça a l'air fantastique, mais ça l'est pas tellement. Il y a des graines qui ont cette forme-là, la forme de cette espèce de triangle là, avec deux graines fixées. Et ça fait très longtemps que ça m'intéresse, la botanique. Alors, pas d'une manière scientifique, mais ma mère avait un cours aux Beaux-Arts qui s'appelait études documentaires. C'est-à-dire que les artistes étaient censés avoir des documents pour leurs prochaines affiches, leurs prochains tableaux, le tissu qu'ils allaient faire. Et donc, elle ramassait des objets. Et on allait souvent à la campagne ramasser des champignons, des branches avec du lichen, des fleurs, des feuilles mortes, puis d'autres choses. Donc, ça fait longtemps que je me promène à la campagne en faisant attention à ce qu'il y a par terre, à la manière dont les plantes sont construites. Voilà, c'est un peu de famille que ça me vient. Et alors, ça a l'air bizarre tout ça, mais en fait, il y a plein de plantes bizarres, souvent dans des plantes modestes, et qui ont des formes extravagantes quand on les regarde de près. Alors, je me sers de ça. Évidemment, je change un peu les couleurs, mais pas tellement, parce que en réalité... Tu changes quand même un peu tes tulipes, là. Oui, là, c'est un peu spécial. Hein. J'ai fait des plantes carnassières.
Mais la manière de mettre une croix comme ça existe comme plante, je ne l'ai pas inventé. C'est-à-dire que finalement, la nature a beaucoup d'imagination. Et alors souvent, on vous explique qu'elle a de l'imagination, mais avec un but utilitaire. Parce que si telle plante a une espèce de bosse bizarre, c'est pour attirer les insectes qui vont venir polliniser la plante. Mais quelquefois, je m'aperçois que c'est gratuit, totalement gratuit. Par exemple, je vois au marché actuellement, en dehors des aubergines violettes, des aubergines roses et blanches, zébrées. Ça sert absolument à rien, ça attire aucun insecte. C'est simplement les fantaisies de la nature. La nature aurait très bien pu créer des champignons tous de la même couleur, de la même forme et de la même taille. Pourquoi elle en a fait avec des... Bon, c'est gratuit tout ça, c'est gratuit. Donc l'imagination, on la retrouve également là, dehors, dans les plantes. Alors, tu fais plusieurs déclarations discrètes dans le cours du récit. Là, c'est Loïc Lalune à la fin qui dit qu'il a toujours aimé les jardins clos, qui s'endort bercé par les arbres. Tu installes aussi un salon avec cheminée dans le jardin qui arrive à la fin, qui est ce jardin vaisseau qui part dans l'espace. Donc voilà, c'est le vaisseau jardin du dernier rêve. Et j'enchaîne sur votre jardin. Donc vous m'avez envoyé des super belles photos. Est-ce que toi, tu passes beaucoup de temps dans ton jardin ? Plus tellement maintenant. Plus tellement ? Par exemple, tu dessines si, jamais sur le motif ? Si, quelquefois. Quelquefois ? Si, parce que justement, ces fameuses études documentaires, j'accumule des photos que je prends moi, des photos que je trouve sur Internet. Également, c'est plus facile une photo quand même que la vraie fleur qui va pas être encore en forme le lendemain, ce qui va se faner. Les photos, c'est très pratique. Donc, je fais des photos dans le jardin. Le jardin, j'y vais plus beaucoup parce que c'est fatigant. Alors, c'est un beau jardin. Et j'aime bien le fouillis. C'est assez difficile à organiser, mais à entretenir plutôt, mais bon. Et puis, on a une très belle photo de visiteuse du jardin. Oui. Donc, il y a des animaux comme ça qui viennent qui viennent souvent voir discrètement la nuit, mais là, celle-là, elle a été photographiée de la fenêtre de l'étage. Elle s'était couchée. D'habitude, elles viennent, elles broutent tout. Elles ravagent tout. Hein. Mais c'est mignon comme bestiole, quand même. Et puis, cette apparition récente dans le jardin. Donc, tu peux nous parler de ce champignon. C'est un champignon. Alors, ce champignon-là, il commence comme une veste de loup, c'est-à-dire une espèce de boule blanche qui se craquelle au milieu, qui s'ouvre, et il en sort cette chose. Ça s'appelle la lanterne du diable. Je crois que tu connais le nom latin. Alors, le nom latin, c'est Clatrus rubère, la clatre rouge. Mais il y a plein de surnoms. Il y a aussi cœur de sorcière, qui est pas mal. J'avais jamais vu un champignon comme ça, et il a éclos. On a eu aussi, il y a quelques années, des phallus impudicus dans le jardin. C'était pas mal aussi. Et ça sent très mauvais, ça, non ? Parce que lui, oui. Il sent très mauvais. Il sent très mauvais aussi, ouais, oui. Ouais. Mais c'était utilisé au Moyen-Âge par, apparemment, les sorciers et les jeteurs de sorts. Il a un sacré look, quand même. Quelle imagination, quand même. Mais quelle imagination, oui. Alors, mais n'en mangez pas, quand même. Hein. C'est pas poison, mais n'en mangez pas. À présent, on va enchaîner avec une série de références dont parle Nicole ou que moi j'ai repéré dans Ce soir c'est cauchemar. Toi, tu as dit que tu avais le goût des hommages, le goût du pastiche. Tu dis que tu aimais bien les parodies aussi. Tu dis, parce que je crois que j'ai un fond méchant. Oui, dans cette histoire, il y a des personnages qui sont absolument infects. On l'a pas beaucoup vu, mais Marilyn Monroe, même si elle a un joli nom, un nom qui a été trouvé par le monsieur là, qui est au premier rang. Parce que moi, je voulais l'appeler Lynn Moraline, mais c'était un peu banal, un peu plat. Donc ça a été transformé en Marilyn Monroe, qui est beaucoup plus rigolo. Et c'est une véritable peste. J'ai dans la tête une Marilyn Monroe, enfin une incarnation de la morale, mais elle m'embête pas autant que celle-ci. Je l'ai chargée de tous les péchés du monde. Elle est, c'est de la censure, incarnée. On va la revoir dans le diaporama. Donc là, Benjamin Rabier, donc qui est quand même assez connu, je pense. Oui. Comment tu as découvert son travail ? J'ai eu un livre de Benjamin Rabier quand j'étais petite. C'est le roman de renard, voilà. Et j'avais adoré ces personnages qui rigolent.
Oui, toi, tu fais aussi beaucoup de personnages qui rigolent quand même, qui ont le sourire un peu Il a dû m'influencer, Rabier. c'est sûr. Ouais. Donc là, c'est 1930, Les Contes de la Souris Bleue. Là, c'est Gédéon, qui était un peu un des personnages phares de Rabier. Un petit canard. 1930, toujours. Il fait des beaux chats aussi, Rabier. On est toujours en 1930. Il a illustré, comme beaucoup, des fables de La Fontaine. Ça s'appelle Les 2 rats, le renard et l'œuf. Et je l'ai choisi à cause de l'œuf pour Nicole, qui aime beaucoup les œufs. J'aime bien ce genre de paysage paisible, avec un petit clocher dans le fond, une barrière, des chemins. Enfin, je sais pas, j'ai dû en être abreuvé quand j'étais petite, des albums de coloriage, des illustrations à droite, à gauche, mais pour moi, c'est une image assez paradisiaque. Donc, Rabier, il a fait des albums aussi. Un de ses premiers albums, c'est un peu plus tôt, c'est 1898, s'appelle Tintin Lutin. Donc, son personnage, c'est, comme vous le voyez, un enfant avec houppette, avec un pantalon de golfeur. Et Hergé s'en est inspiré quelques années plus tard. Il le dit, Hergé l'a dit d'ailleurs. Et je voulais mettre en relation le visage de cet enfant avec un autre visage d'enfant de Rabier, donc au premier plan. Ça s'appelle, cette image, le printemps. C'est 1902. Donc avec cette petite bouille-là, qui fait penser à la lune. Ce type d'enfant rond que Rabier a aussi beaucoup dessiné. Alors, Matt, donc, à cause aussi du canard que j'ai aperçu par une fenêtre de ce soir, c'est Cauchemar, tu l'as lu, lui, Matt, quand tu étais enfant? Oui. C'était les aventures de Oscar le petit canard et de la tante Zulma. Donc, voilà Oscar. Là, c'est Josette. Et puis, la tante Zulma n'est pas là. C'est une grosse dame ridicule et en colère tout le temps, qui a une robe à pois. Oui, j'aimais bien. Voilà, là-bas au fond. Et je vous ai sélectionné la scène qui est cachée derrière une petite fenêtre dans une des planches de Ce soir, c'est Cauchemar, où tu fais des petits hommages comme ça. Dans les détails, dans les coins, il y a plein de sous-textes, en fait, dans la bande dessinée. Oui, c'est des souvenirs, quoi. Les souvenirs de la tante Zulma. À mon avis, elle n'est pas très connue, la tante Zulma. En tout cas, elle t'a marqué. Ouais, oui. Alors, un petit saut dans le temps. Fin 15e, début 16e, avec un autre bon créateur de monstres, Jérôme Bosch. Donc, il a fait beaucoup de monstres transrègnes, où on part d'un arbre et après on va vers l'humain, mais pour repartir vers l'animal. Et dans tes monstres, tu fais pas mal ça aussi. Dans Ce soir, c'est Cauchemar. Des sortes de cadavres exquis, terre règne. Là, vous avez donc un homme arbre, qui est en même temps un homme bateau. Donc il y a des gens qui mangent à l'arrière du personnage, vous le voyez, et puis qui intègrent aussi des éléments d'architecture. Donc voilà, je vous ai mis quelques détails d'hybridation objets, animaux, humains, que tu pratiques aussi, qui vous rapproche, c'est aussi les détails fourmillants et qu'il faut aller chercher un peu dans les coins. Dans les rêves que tu représentes, il y en a beaucoup, qu'il faut aller un peu creuser. Ici, c'est un rêve aussi. Vous voyez le monsieur là qui est là, c'est Tondal. Ça s'appelle La vision de Tondal. Et il fait le rêve. C'est un ange qui lui fait visiter l'enfer. Et dans l'enfer, il voit sa vie mondaine, sa vie dissolue. Donc c'est ce qu'on a sous les yeux, avec des trucs, mais comme toujours chez Bosch, qui sont assez incroyables. Ces arbres qui sortent des oreilles et puis ces petits animaux qui regardent dans le globe oculaire comme s'ils regardaient l'espace. Voilà, donc là c'est le Jardin des Délices, entre 1494 et 1505, où là aussi il y a une végétation. Quand on fixe les détails, il faut une petite loupe, mais c'est incroyable. C'était un observateur de la faune, de la flore. Là vous voyez aussi il y a plein d'oiseaux, et aussi vous voyez qu'on peut dormir dans une moule. Donc voilà, ce que tu décris, c'est vrai, parce que souvent on pense qu'il a inventé tout ça, Bosch. Mais en fait, ça, c'est une arbouse. Ça existe. Il y a beaucoup de choses. On peut vraiment faire un inventaire des différents végétaux. Et il y en a d'autres qu'il compacte, où il en prend 2, il en fait 1. Donc là, c'est le cas de cet arbre, où il a travaillé avec un dragonnier, donc qui est un arbre qui existe aux Canaries, et il a enroulé autour un pied de vigne. Et ça, c'est Adam qui vient de se réveiller. Bon, voilà, des architectures complètement incroyables, complètement psychédéliques. C'est une idole pour moi, Jérôme Bosch, depuis longtemps. Et puis, j'ai remis un petit œuf pour Nicole. Oui, j'aime bien les œufs. Oui. J'aime bien représenter des œufs. Donc voilà, une allégorie de la folie et de la gourmandise. Je ne sais pas ce que tu mets dans tes œufs, toi. Qu'est-ce que tu mets comme
symbole ou... Ben, je sais pas, j'aime bien les œufs, au propre et au figuré, en réalité, oui, j'aime bien. Et puis, c'est un bel objet qui contient des choses. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'aime les œufs, mais j'aime bien les représenter. J'ai pas d'explication. En tout cas, là, tu dis que c'est une commande spéciale de Monsieur Rébu. Ben voilà, c'est l'inconscient qui demande des œufs. Alors, Il faut répondre à l'inconscient. il n'y a pas mieux, quoi. Et puis l'hommage à Jérôme Bosch, tu le fais en toutes lettres, il est mentionné. Bizarre, comme une sorte de critique, bizarre, inattendu, oui, Jérôme Bosch a déjà tout dit là-dessus. Oui, mais ça, je me suis rappelé de quelqu'un que j'avais croisé, je ne sais plus où, et à qui j'avais montré un dossier, et qui avait sorti cette phrase. C'était pas avec Jérôme Bosch, mais une phrase comme, en fait, tout a été dit déjà, donc pourquoi se fatiguer à imaginer des choses? Un tel a tout dit dessus, et je m'étais dit quelle formule définitive, donc je l'ai ressorti. Il y a l'abominable Marilyn Monroe, là-haut. Qui est là, ouais. Oui. La marotte de dater. Il ne faut pas que les choses soient trop anciennes, trop désuètes, parce qu'immédiatement, c'est daté, c'est passéiste, donc elle n'aime pas. Et là, c'est pourri, et donc elle n'aime pas non plus. Ah ben non, Ouais. elle n'aime pas parce que c'est dévalorisant, c'est stigmatisant, enfin tous les mots qu'on entend quotidiennement. Alors que les fruits pourris, c'est très beau. Enfin... On sent que tu t'es bien amusé à faire beaucoup de fruits pourris. Ça évolue très vite en plus. Si on veut les peindre, on a intérêt à aller vite. Et puis tu fais aussi donc un défilé de monstres, donc on peut peut-être retrouver certaines références formelles, notamment chez Bosch. Ben peut-être, oui. Je ne sais pas trop d'où ils viennent. Et puis c'est assez difficile en fait d'inventer des créatures. Elle est pas mal celle-là. Extraordinaires. Oui, mais bon, elles ont toujours une base humanoïde. Enfin, si on les fait courir, on leur fait des jambes. Et tu fais aussi une espèce de typologie. Alors, il y a ceux qui sont un peu plus masques, comme ceux-là, où on a l'impression de voir des masques sculptés un peu sur certains visages de tes monstres. Mais on retrouve un œuf, là-bas, à l'extrême gauche. Il y a un œuf, oui. Et quelquefois, tu as plutôt une dominante dégoulinante, et quelquefois, tu as une dominante insecte. Oui, ça fait assez peur, les insectes, quand même. Si on cherche des animaux inquiétants et qui sont très différents de nous, les insectes, c'est pas mal, quand même. Ils ont des allures de petits robots articulés et qui sont assez inquiétants. Du reste, chaque fois qu'il y a un film qui fait peur, il y a des insectes. Ça, on n'y échappe pas aux insectes. Donc, voilà. Puis il y en a qui sont assez monstrueux. Là en haut à gauche, là, les acariens, c'est vu avec des microscopes, c'est assez effrayant. Hein. Donc, tu as travaillé avec des photos d'acariens ? Oui, des documents, bien sûr. J'ai mis William Blake cité dans les défenseurs de l'imaginaire, de l'imagination. Et donc, toi, tu as beaucoup regardé ses peintures. Oui, et j'aime bien ce qu'il fait. C'est très biblique, donc ça me concerne pas trop. Même si, en plus, c'est des personnages que je connais pas toujours très bien, mais j'aime bien ses dessins. Alors là, j'enchaîne avec les insectes d'avant. C'est une représentation du fantôme d'une puce. Ah oui, c'est vrai. The Ghost of a Flea. Ouais. Là, l'imagination, ça, je sais pas d'où il sort ça. Donc, en fait, on disait hier, comme je t'en parlais, que Blake, il avait des visions. Il se trouve qu'il a perdu son frère. Il était assez petit. Et il a eu le souhait, je pense, de garder le contact avec lui. Il a toujours parlé avec les morts à partir de ce moment-là. Quotidiennement, il s'entretenait avec son frère mort, mais avec d'autres morts. Et longtemps, ses contemporains ont quand même cru qu'il était fou. Mais il jugulait ça très bien. C'était une occupation quotidienne. Et il recevait des consignes pour dessiner de la part des morts. Tout allait bien. Mais alors, c'était des bonnes consignes. On a des personnages hybrides, là encore. Lui, c'est Nabuchodonosor, donc roi de Babylone, qui a été puni parce que trop arrogant, hubris, et donc chassé. Et puis après, ses cheveux ont poussé. Il a eu des plumes d'aigle, des griffes d'oiseau. Mais il faisait quand même des assez beaux monstres, Blake. Il était complètement baigné de religiosité, ce qui explique aussi peut-être cette facilité à avoir des visions. Et il a beaucoup illustré la Bible et aussi Dante. Là, c'est une illustration de la Divine Comédie.
Et il fait assez bien les têtes de lion, chien, cerbère. Là, c'est cerbère. Alors, vous voyez, en plus, il y a ce côté assez gentil, assez mignon des têtes, comme chez toi. Mais quand même, au bas, il a écrasé plein de pauvres gens. Gustave Doré, tu en parles souvent. Oui, je l'adore. Et donc, tu as lu ça. C'est comme ça que tu l'as découvert. J'ai trouvé un livre qui ne m'était pas destiné à moi, qui était dans un placard pour les grands. Et c'était les Contes drôlatiques de Balzac, illustrés par Gustave Doré. Donc je devais avoir 10 ans et j'ai adoré ça. En même temps, ça m'a un peu fait peur parce qu'il y a des images, pas celle-ci, mais voilà, ça m'a fait peur. Ça représente je sais plus. Moi, je l'ai pas lu, alors je peux pas te renseigner. Non, je me demande si c'était pas des avocats. J'espère qu'il n'y a pas d'avocats dans la salle. Non, mais enfin, dans l'histoire, il y a des espèces de personnages rabelaisiens. Je crois que c'est Balzac qui a écrit. Donc, Balzac, a fait un pastiche de Rabelais. Balzac, et il met en scène des espèces de chats fourrés, c'est-à-dire, je pense, des juges, des magistrats de la Renaissance. Et Gustave Doré les a pas ratés. Et puis j'ai mis quelques illustrations de Doré pour les contes de Perrault, magnifiques, que vous connaissez peut-être, dont là c'est le Petit Pousset. Il a une précision dans la représentation des paysages qui est assez hallucinante. Et puis je vous ai mis Barbe Bleue avec la clé fée. Et si vous regardez le trait, la manière dont il traite la barbe, le cheveu, et qui se dissémine partout dans la scène, alors sur la femme, mais aussi dans son manteau, sur son chapeau. C'est quand même magistral. Absolument. Mais alors, Gustave Doré, il faisait un dessin au lavis, avec des rehauts de blanc, et ensuite c'était gravé par un graveur. Je ne crois pas qu'il gravait beaucoup lui-même, ou il l'a peut-être fait un peu. C'était des gravures sur bois. Et je crois que quelquefois, il faisait le dessin directement sur le bois, et ensuite le graveur. Donc c'est au graveur qu'on doit cette virtuosité dans le chapeau, partout. Et le dessin de Gustave Doré est sûrement très intéressant, avec un lavis rehaussé de blanc, mais à mon avis, il est moins intéressant que transformé en gravure. Donc ça a été fait avec un but utilitaire, puisqu'il n'y avait pas de photo pour reproduire. La gravure était obligatoire, mais en fait, ça donne quelque chose d'esthétique. Je crois que les graveurs avaient des outils qui faisaient plusieurs traits en même temps. Et là, je t'ai mis le premier dessin connu de Gustave Doré. Il a 5 ans. C'est vachement bien, à 5 ans. Et donc, ses biographes racontent que, à peu près à cet âge-là, on lui a offert une boîte de peinture. Et que le premier truc qu'il a fait avec, il a attendu la nuit et il a pris une poule vivante et il l'a peinte en vert. Et la poule s'est enfuie et qu'apparemment, l'histoire raconte que dans le quartier, ça fait beaucoup peur parce que la poule s'est barrée dans la rue. Il habitait Strasbourg, il a grandi à Strasbourg. Les commencements de Gustave. Alors, quelques images maintenant de Ken Ilsen. Et là aussi, pour toi, c'est un souvenir d'enfance. Oui. Est-ce que vous connaissez Ken Ilsen ? Il est moins connu, peut-être ? C'est un illustrateur danois des années 20. Ouais. Et ma mère avait 2 reproductions d'illustrations pour des contes de fées, des contes anglais, qui s'appelaient les contes de la poudre et de la crinoline. Et elle en avait gardé 2, alors pas celle-ci, que je connaissais pas, parce qu'il il y avait celle-là. Et ça m'a fasciné toute mon enfance, et ça me fascine encore maintenant. Je l'ai fait mettre sous verre, et chaque fois que je passe devant, je ressens absolument les mêmes émotions que quand j'étais gamine. J'adore ça. Ça fait très années 20. Oui, il y a un côté art nouveau, oui, très précis aussi dans la nature. Il y a beaucoup de floral, beaucoup de courbes. Je l'ai regardé, je l'ai contemplé, j'avais étudié le costume et tout. J'avais essayé de le copier aussi. Je n'ai pas gardé la chose, mais... Donc, je vous fais défiler quelques images. Donc, il y a beaucoup de surnaturel aussi chez Ilsen. Il a été dessinateur maquette croquis pour Disney. Il a travaillé notamment sur Fantasia et sur La Petite Sirène. Mais sa fin de vie est triste. Il a été complètement délaissé par le milieu. Et je pense qu'il est mort assez seul. C'est un troll, ça, je suppose. Alors ça, c'est l'Est du Soleil et l'Ouest de la Lune.
Cette espèce de gros troll qui est devant, oui. C'est 3 trolls. Puisque je vois des espèces de nez. Non, oui, il y en a plusieurs. Et puis, Mais je les connais beaucoup pas bien, de cosmiques celles-ci. aussi. Je les connais pas, celles-ci. beaucoup de... Alors, la BNF a publié un catalogue qui est très bien imprimé. Et Taschen en a publié un aussi. Sur son œuvre, sur son travail, qui est très prolixe. Hein. Il y a beaucoup de choses. Et lui aussi, je pense qu'il aimait bien représenter les animaux, représenter la nature, parce que les paysages prennent énormément de place. Donc il y a à la fois l'influence florale qu'on trouve dans l'art nouveau, mais aussi l'influence du japonisme. Il y a pas mal de détails japonisants. Des super lits, avec peut-être un œuf encore à l'intérieur. Voilà, des très très beaux costumes. L'homme qui n'a jamais ri, un ours blanc, un cheval très bien coiffé. Et puis cette pratique aussi qui est assez belle chez lui de papier découpé. Donc il intègre pas mal d'ombres chinoises ou de papier découpé dans ses paysages. Puis lui aussi, il a illustré beaucoup de contes, notamment Hansel et Gretel, avec cette végétation d'arbres hyper foisonnante qu'on trouve aussi sur ta couverture. Bon, alors j'ai mis Calvo, mais toi tu m'as dit que ça c'était pas une lecture d'enfance. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai découvert adulte. Il me plaît pas follement, Calvo. Donc voilà, toi tu as lu adulte plutôt son travail sur la Bête est morte. Oui. C'est voilà. ça, ouais. Oui. Donc voilà, j'ai pensé à ça en me disant que tu avais peut-être croisé son univers animalier. La tortue est rigolote. Oui, il a un bon trait. Et puis donc la Bête est morte sur la guerre 39-45 racontée par les animaux. Il a fait aussi un bel abécédaire entièrement peuplé d'animaux. Et puis évidemment, j'ai fait une petite section Maurice Sendak qui disait un peu comme toi dans ton article là, que tu as fait avec Le Monde, où eux, ils ont titré que tu te sentais pas très à l'aise dans le monde des adultes. Et Sendak a dit exactement la même phrase bon que toi. Ouais. Ah bah, je savais pas. Mince, ah oui. Donc voilà les monstres comme meilleur modèle. Il y a des monstres, par exemple celui-là en bas, que je trouve très Maurice Sendak. Ah oui, ah, peut-être, oui. Alors au passage, c'est Moraline Monroe qui tient la petite pancarte qui est derrière la tête de ce monstre. Je suis désolée parce que là je suis allée vraiment zoomer, qui dit « Soyez disruptif ». C'est la même chose que réinventez-vous, ça m'agace. Soyez disruptif. Ça, on va pas passer son temps à rompre. Enfin bon, n'en parlons pas. Donc, aussi, dans la manière d'orchestrer les défilés de monstres, j'ai trouvé quand même des compositions proches chez vous deux, et notamment la frise, la composition en frise, en défilé, parce que Sendak en fait beaucoup. Il y a aussi un hommage à Monstres et compagnie, avec le monstre qui est en haut, là. Il y a un monstre vert dans Monstres et compagnie, le film avec des gentils monstres. Et moi, je pense que ce monstre vert tout en haut, il vient de Monstres et compagnie. Tu vois, celui qui fait comme ça? Oui. Il y ressemble vraiment beaucoup. Ah oui, c'est possible. Ah oui, il y a un gros monstre vert dans Ouais. oui, Monstres et compagnie, oui. Donc, des compositions en frise, avec donc des lignes de force qui viennent plutôt horizontalement. Il y en a pas mal dans Max et les Maxi Monstres. Bon, bah, ça renvoie aux frises antiques, aux bas-reliefs, etc. Et puis, pour moi, dans ton traitement de la frise, qui est plus ondulant, qui est plus souple que chez Sendak, il y avait aussi peut-être la référence à Kiyosai Kawanabe, donc sa parade des 100 monstres, des 100 démons, Iyaki-yako en japonais, où bon, le japonais raconte qu'une fois par an, il y a 100 monstres qui défilent et que si on les voit, on meurt. Donc lui, en 1890, fait une énorme frise, mais très ondulante, travaillant les obliques. Et dans Ce soir, ces cauchemars, vous le verrez, c'est quand même plutôt cette souplesse que toi, tu adoptes. Ça, je connaissais pas ça. Ah oui, c'est vraiment magnifique. Et tout à l'heure, j'ai découvert chez Orbis Pictus Club un fac-similé qu'ils ont publié à partir de ce Leporello très très grand, qui est magnifique. Voilà, vous voyez pourquoi j'ai pensé notamment à Kiyosai Kawanabe. Vous vous souvenez de la première image de Ce soir, ces cauchemars? Et donc voilà, je trouvais des similitudes dans les vêtements, dans les ondulations de corps. Je reviens à Sendak et à son traitement du paysage, qui m'a fait penser aussi à certaines planches, dans la forêt notamment. Et puis, du goût pour les enluminures, du goût pour les petites vignettes de Sendak. Et également, toujours dans la composition, Nicole, tu as travaillé plusieurs images avec des étagements de seuil, donc quelque chose d'assez tassé, paquet au premier rang,
mais derrière, en fond de composition, une fenêtre et encore une autre scène derrière cette fenêtre. Donc ici, chez Sendak, on a une apparition de coq surdimensionné, de mini cow-boy aussi, et puis la lune. Ça permet aussi de faire des ruptures d'échelle. Et toi, tu fais ça? Ben oui, c'est bien. Alors en plus, ça fait allusion à un rêve que j'avais fait et où j'étais dans une grande maison et il y avait une espèce de King Kong qui tournait autour de la maison et que je voyais passer par les fenêtres. C'était un cauchemar, ça. Ah oui. C'est vrai que c'est pas une histoire à raconter. Il y a rien qui se passe. Enfin, je veux dire, un King Kong qui tourne autour, ça raconte pas. Mais enfin, je l'ai mis là. Ça vient comme un cheveu sur la soupe. Mais bon, ça permet à Moraline de trouver que c'est l'ambiance sécurisante. Donc je pensais que c'était rigolo. Voilà. Et tu fais ça aussi pour la maison dans laquelle cette séquence de rêve se passe. D'ailleurs, tu le dis toi-même, je ne savais pas que nous avions une maison aussi grande. Et les espaces, les architectures dans tes rêves s'étagent de seuil en seuil, où il y a une pièce qui se rajoute, où la maison devient élastique, et comme dans les rêves où tout bouge. Là aussi, c'était à partir d'un rêve que j'avais fait où je regardais une espèce de cour intérieure d'immeubles parisiens et je me disais, ou on me disait que c'était également chez moi de l'autre côté. Donc c'est ça, je ne savais pas que j'avais autant de... Alors comme j'ai beaucoup lu les interprétations de rêves de Jung, je sais que souvent il assimile la maison à soi-même. Si on découvre qu'on a une pièce en plus dans la maison, ça veut dire qu'on a... un domaine en plus qu'on vient de découvrir. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Ah, c'est pas mal. Voilà. Et là, c'est mon enfilade préférée, notamment parce qu'il se passe... Donc derrière la fenêtre, on retrouve Oscar, le petit canard, et sa tante folle, là. Et puis, donc c'est Raoul Turbin, le taureau ou le bœuf, qui est en train, dans la deuxième pièce, de regarder un tableau de vache. Et puis derrière, on te voit avec encore une autre pièce jaune tout au fond. Mais voilà, on creuse l'espace, on rentre dans des chambres mentales, et puis avec plein de détails rigolos. Oui, parce que finalement, les dessins ou les peintures, c'est une surface plate. Alors si on peut arriver à créer de la profondeur, si on raconte un rêve au cinéma, bon, ben, c'est facile de raconter un rêve avec le cinéma. Avec un dessin, c'est plus difficile. Donc pour évoquer une quantité de pièces inconnues, voilà, j'ai fait l'effort de prolonger par la creuser la fenêtre et par la perspective. porte. Donc voilà, là j'ai remis un dessin de Sendak parce que les visages comme ça assez farcesques, assez grimaçants mais toujours gentils, je trouve que vous les avez tous les deux. Et puis le même intérêt pour le domaine onirique évidemment. Alors j'ai appris il y a pas longtemps une très jolie anecdote sur Sendak. En fait, il raconte qu'il répondait à beaucoup de courriers de lecteurs d'enfants après Max et les Maxi-Monstres. Il essayait de le faire bien, mais il le faisait quand même un peu vite. Et un jour, il reçoit une lettre avec un dessin d'enfant qui lui plaît beaucoup. Donc, il répond en prenant du temps. Il fait un beau dessin de monstre qu'il envoie à l'enfant qui s'appelait Jim, je crois. Et puis, quelques jours après, il reçoit une lettre de sa mère qui dit « Ah, ben, Jim a tellement aimé la carte que vous lui avez dessinée qu'il l'a mangée. » Et Sendak disait que c'était le plus beau compliment qu'il avait reçu de sa vie. Donc, petite séquence sur Édouard Gorey. J'aime beaucoup Gorey, qui raconte des histoires horribles. Il raconte des histoires horribles. Très gentiment. Il raconte des petits-enfants kidnappés par des méchants insectes, et trucs de ce genre. Voilà, aussi, on voit que lui, il se sert des insectes, des monstres et tout ça pour un peu secouer l'ordre des choses, le savoir-vivre, les bonnes manières. Un peu comme chez toi. Il a fait un abécédaire qui est très, très, très cruel aussi comme ça. C'est A comme Alice, B comme Bernard. Ouais. A comme Alice qui est tombée de l'escalier, B comme Bernard qui s'est fait manger par le loup, etc. Ouais. Oui, ça, ça pouvait terroriser les enfants, je pense. Oui. Dans la même famille, donc John Ken Mortensen, un scandinave, qui vit à Copenhague, qui fait aussi des monstres très inspirés. Il arrive à me faire peur, lui, Mortensen. Parce qu'il bave? Ben, pas là, mais... Le monstre? Quelquefois, si, il a des espèces de monstres qui surgissent devant d'innocents campeurs. C'est rigolo, mais ça fait peur quand même. Et là, on voit bien quand même cette famille qui se réfère aussi à Sendak ou à Gorey,
et qui repique aussi des choses dans Il y a toujours des innocents là au milieu. la représentation japonaise des yokai. Parce que là, on voit bien l'influence japonisante. Voilà, j'ai mis aussi quelques images de Topor, dont tu aimes le travail ou pas? Oui, j'aime son travail, oui. Donc ça parle d'un rêve, là aussi, où, je ne sais pas si vous le voyez, mais le personnage est attaché aux chevilles à une espèce de gros clou, et qui veut voyager, mais qu'en fait, il peut pas, et donc on lui tourne un paysage. Ça date de 68. Moi, je sais pas, j'imaginais que vous vous étiez croisés, Ah non, pas du tout, forcément. pas du tout. L'homme... Non, puis je crois pas que je l'aurais croisé volontairement parce que il y avait eu une exposition de dessins, d'illustrations à Beaubourg. Je sais plus en quelle année, je sais pas, fin des années 70. Il y avait eu un catalogue, j'avais des dessins dedans. Et il y avait aussi une interview de Topor qui avait dit que tous les gens qui faisaient des illustrations pour enfants faisaient des choses horribles, abominables, bêtes, niaises. Enfin, alors, j'ai pas eu vraiment envie de... Et c'est bête parce que j'admire ses dessins, mais visiblement, c'est pas réciproque. Donc, comme toi, il a travaillé aussi sur l'histoire d'Alice, avec les questions de changement d'échelle, de passage, de transgression, de l'autorité. En fait, pour faire des bons monstres, il faut être méchant quand même. Et je ne le suis pas assez. Ah, Pas assez. faut que tu travailles, hein, Michel. Là, j'ai appris tout à l'heure, avec stupéfaction, que Nicole ne connaissait pas l'existence de Téléchat. Voilà. Donc, une découverte. Une lacune. J'avais mis quelques personnages dont vous vous rappelez peut-être. C'était mon préféré, lui, Duramou, qui disait toujours « ça fait pas un pli ». Et puis, on termine avec Claude Ponty, parce que lui aussi, il a écrit sur Moa. Alors, c'est pas la même orthographe. Chez lui, c'est pas une entreprise, mais c'est une petite fille qui part de chez elle, qui va surmonter une série d'épreuves, qui revient à la maison en disant « j'ai vu plein de choses, j'ai vécu plein de choses, mais je me souviens de rien ». Voilà. Et donc une forme de récit initiatique, et des images, ça parle des images qui restent enfouies dans l'inconscient. Et puis, il y a pas mal de monstres chez Ponty. Alors lui, tu l'as croisé par contre. Oui, il est très sympathique et j'aime bien ce qu'il fait. Donc il y a 8 monstres dans Moua, mais là, dans celui-là, cet ouvrage qui s'appelle Voyage au pays des monstres, il fait vraiment une galerie de monstres et il rend hommage à Sendak, à Bosch, à Winsor McKay, à Topor. Tu l'as pas lu, ce livre? Non. Voilà, avec une esthétique de montage un peu. Et puis cet ouvrage, le premier hommage qu'il fait, c'est à Léopold Chauveau, que tu connais. Récemment, je connaissais pas. Donc moi j'adore les monstres, aussi bien, c'était un sculpteur aussi, Chauveau, mais des très très beaux dessins, il a aussi écrit des récits, il était chirurgien. Ça date des années 21. Donc voilà, je vous en ai mis quelques-uns. Il y a eu une expo, je ne sais plus si c'était au Musée d'Art Moderne ou à la BNF il y a quelques années. Donc vous pouvez trouver des choses sur lui. Et puis voilà, je m'arrête là. Bon, là, l'inspiration, c'est une patate qui germe. Tu fais bien les germes, hein? Et là-haut, le lion, c'est une image d'un rêve que j'ai fait, mais j'ai pas su quoi en faire de ce rêve. Il y avait une mer rose, comme ça, une maison, un lion sur la terrasse. J'ai pas su quoi en faire, mais je l'ai mis dans le fond parce que je me suis dit que peut-être quelqu'un y verrait un sens ou je sais pas.